Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Témoins Clés. Aujourd'hui, avec mon invité David Liobard, vous allez découvrir un métier hors du commun, un métier dans les coulisses, dans l'ombre. Bonjour David. Bonjour Caroline. Merci de venir dans Témoins Clés. Merci à vous de m'accueillir surtout. David est détective privé. Il a mené de très nombreuses filatures, de nombreuses enquêtes pour de l'adultère, de l'espionnage industriel, des sectes. Mais une affaire l'a profondément marqué. Il y a quelques années, grâce à son travail, David a réussi à mettre fin à un réseau de prostitution pédophile et sauver la vie de 2 jeunes enfants. Alors j'ai une première question toute bête, c'est quoi détective privé ? Un détective privé, c'est un spécialiste de la recherche de la preuve, tout simplement. Vous passez le plus clair de votre temps en filature, en surveillance. Beaucoup en France, on est avant tout des fileurs, plus que des enquêteurs. Et on récolte un maximum de preuves, notamment des photographies. Nous, on s'était déjà rencontrés il y a de nombreuses années pour un autre sujet. Et je me souviens très bien, on avait pris un café ensemble et vous m'aviez dit, voilà, il y a une histoire, moi, qui m'a bouleversée. Et moi-même, qui ne l'ai pas vécue, je m'en suis toujours rappelée. C'est l'histoire de Pierre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un père de famille de 2 enfants, marié avec une personne d'origine russe ? Comment ça commence, cette histoire ? Ça devait être à peu près en 2013, je crois, printemps 2013. Une affaire lambda au début qui démarre. C'est-à-dire que vous avez un père de famille qui vient vous chercher, qui vous appelle en disant « Bonjour monsieur, j'ai juste un petit problème. Je suis marié avec une femme que depuis quelques années, que j'ai rencontrée sur une application ou un site russe, je ne sais plus quoi. Elle ne parle pas très bien français. On a 2 enfants de 4 et 7 ans. Un petit garçon de 4 ans, une petite fille de 7 ans. Elle travaille pas. Lui assurait normalement le train de vie du foyer. Ils vivaient dans une maison, donc train de vie, dans la région lyonnaise. C'était le sud-ouest lyonnais, exactement. Et depuis quelque temps, elle arrive avec des vêtements de marque, des sacs à main. Je sais qu'elle travaille pas à côté. Elle a pas d'amis. Je comprends pas. Je sais que j'ai regardé un petit peu sur Internet, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes un peu de l'Est, des fois, qui se mettent dans des réseaux de prostitution, d'escorting, etc. Donc je voudrais vraiment voir ce qu'il en est. Et éventuellement constituer un dossier pour divorcer, si jamais, parce que pour moi, c'est inacceptable. Un dossier, somme toute, assez lambda, en fait, si vous voulez. On a beaucoup de dossiers comme ça. Nous, suite à ça, on définit une petite stratégie, mais très simple. On se dit, les enfants sont à l'école, c'est la maman qui assure les sorties scolaires, donc on va suivre... Le quotidien des enfants, Le quotidien, ouais. Donc, le papa travaille pas mal, donc on va suivre la maman quand elle n'a pas les enfants, forcément, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, de mémoire, on l'a suivie pendant 2 semaines, donc du lundi au vendredi, uniquement quand elle n'avait pas les enfants. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'elle fait de ces journées, Tania ? Pas grand-chose, mais elle ne faisait pas grand-chose. Mais la chose assez bizarre, c'est qu'elle continuait à ramener justement des vêtements de marque et même un peu d'argent s'il y avait eu le client. Donc là, on comprenait pas du tout. Là, non, du lundi au vendredi, on était tout le temps derrière elle et on l'a vu une fois aller dans les magasins et elle a continué. Donc là, on se pose la question avec le client, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Donc là, ça a quand même un certain coût, donc on prend la décision avec le client quand même de continuer, mais on s'est dit, on va quand même changer notre fusil d'épaule pour voir ce qui se passe aussi quand elle a les enfants. Donc on a maintenu la surveillance quand elle était seule, mais en plus on a rajouté les mercredis, notamment mercredi matin, après-midi, et là en 2 semaines, donc de mémoire, le premier mercredi, on a vu donc la maman aller donc, sur coup d'1 heure le matin et 2 heures l'après-midi à 2 adresses différentes, 2 grandes maisons justement, notamment une avec des vignes un petit peu derrière, et en ressortir. Mais seule ou avec les enfants ? Avec les enfants. Non, elle avait les enfants, c'était le mercredi. Uniquement ça. Donc nous, comme dans tous nos dossiers, souvent le soir on fait un petit compte-rendu téléphonique avec le client pour dire ce qu'il en a été. Et là, le client dit « je comprends pas ». C'est qui ces gens ? On croyait que c'était des amis, des connaissances, mais non, il dit je connais pas. Et très sincèrement, vu le profil de madame, elle parle pas trop français, elle a rien à faire là-bas. Donc, il pensait que c'était quand même de l'activité d'escorting et que du coup, elle y allait avec ses enfants, que les enfants, ce qui était déjà un peu ignoble. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va creuser un peu plus. Donc du coup, on a arrêté radicalement la filature la semaine pour maintenir uniquement ces mercredis et samedis. Et là, donc, de mémoire, il y a eu donc à plusieurs reprises ces 2 mêmes maisons, et on en a eu une 3e aussi, où elle allait. Et là, on a essayé de voir un peu ce qui se passait. Alors, on n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété.
normalement. La loi nous l'interdit. Sauf qu'après, c'est un curseur un petit peu à placer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, mais si on commence à sentir quelque chose, un préjudice assez extrême pour les enfants, bah, on dirait on n'a pas le droit, mais on va quand même, on se donne un petit peu le droit. Et bah là, on est rentré. Vous êtes rentré dans la propriété ? Ouais, alors en fait, on en avait vraiment une où on pouvait avoir une visibilité assez simple en montant justement donc dans les vignes au loin. Donc on a des gros téléobjectifs, donc on voyait un petit peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous voyez alors ? Et bah là, on est un peu sous le choc parce que, alors on ne voit jamais précisément de nos propres yeux ce qui se passe, mais pour vous donner un exemple, vous aviez dans une des deux maisons donc un couple où la femme restait avec la grande fille et la maman. Et puis, bah, vous avez le monsieur qui partait avec le petit de 4 ans. Donc, il y a eu une fois dans un 4x4, une vitre teintée dans la cour, qui ressortait une demi-heure après en se reboutant dans la braguette. Ouais, donc, vous n'avez pas besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une autre fois, c'était pareil, en plein air, mais dans une vigne complètement retranchée derrière. Ça, c'était la deuxième maison, pardon. Donc là, bah, nous, on voit ce qui se passe. Et vous voyez quoi ? Bah, la maman ne se prostituait pas, elle prostituait ses propres enfants, ce qui est qui est complètement ignoble, parce que on a eu des dossiers de pédophilie, mais des dossiers de pédophilie, vous avez des gens qui sont malades, ça existe vraiment. On leur pardonne pas, hein, attention, on a même beaucoup de dossiers, on allait les voir aussi des fois en prison, etc. On a des pédophiles qui sont des vrais psychopathes, on en a d'autres qui sont demandeurs de soins, vraiment. Mais là, c'est la maman. C'est-à-dire qu'en fait, arriver à prostituer ses enfants, la maman n'avait pas de problème de pédophilie. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez en termes de... De degré de cruauté. De degré de cruauté, c'est complètement ignoble. Ben alors là, quand vous... Enfin, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un de votre équipe qui voit ça, j'imagine que... Tous. On l'a tous vu. Tous. On n'a pas envie de sortir de sa voiture et d'y aller. C'est parce qu'en plus, vous l'avez dit, vous êtes père de famille. Comment on réagit ? Eh ben, comment on réagit ? Déjà, il faut qu'on se pose et qu'on discute entre nous pour voir déjà à qui on va en parler en priorité. Est-ce qu'on en parle déjà à notre mandant, au père, tout de suite ? Ou est-ce que le dossier est tellement grave qu'on va d'abord en référer aux forces de l'ordre ? Ce qui a été le cas, d'ailleurs. En demandant l'autorisation au père ou quoi ? Non, c'est notre devoir, on va dire. C'est pas quelque chose, c'est pas une loi, mais quand on voit quelque chose d'assez dramatique, c'est notre devoir de mettre en place une protection et d'aller appeler les forces de l'ordre. C'est exactement pareil que si vous êtes en planque sur un dossier et puis vous avez un meurtre à droite qui n'a rien à voir avec le dossier, vous appelez la police. C'est un petit peu pareil, c'est trop grave. Donc, j'en ai référé. Donc vous êtes allé voir les... Ah oui, bien sûr, commissaire de police directement. Bon, on connaît un petit peu sur la région depuis le temps. Et pour leur montrer déjà ce qu'on avait vu. Et après, donc bien entendu, que j'ai été obligé à en référer au client. Je vous imagine pas l'état psychologique du client. Comment vous annoncez ça au papa et quelle est sa réaction ? Alors déjà, dans ce genre de cas, il faut voir la personne. Vous annoncez jamais quelque chose comme ça au téléphone. Vous devez la préserver. Il faut pas leur montrer... De photos, c'est beaucoup trop choquant. Donc là... là, le ciel lui tombe sur la tête parce qu'il va se dire, je connais pas ma femme et est-ce qu'elle fait absolument crime. C'était un peu plus complexe que ça, c'est que lui, il est rentré dans un état un peu de rage à l'époque, plus. Mais envers sa femme, vraiment, en disant, je sais plus les mots, mais en gros, je vais la buter, quoi. Ouais. C'est normal, on fait pas ça... sauf que derrière, c'est aussi mon devoir de lui dire de pas faire n'importe quoi. Les enfants ont besoin de leur père, hein, ils n'ont pas besoin d'un père en prison qui a fait... Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Prenez du recul, déjà monsieur, prenez du recul avec vos enfants. Ça a été mon premier conseil, forcément, protégez vos enfants. Sachant que, encore une fois, on en parlait d'ailleurs pour un autre dossier, pas de décision de justice à l'époque, client marié. Pas de procédure devant le JAF, rien du tout. Juste une affaire familiale. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'était un peu compliqué. Donc lui, il a pris la bonne décision au début. Il est parti avec ses enfants. Il voulait pas la mettre dehors, donc il l'a laissée dans la maison, il est parti. Sauf que c'est elle qui a pris un avocat, qui a fait un référé et qui a réussi à avoir une garde provisoire alternée le temps justement d'une décision de justice. Parce que en fait, quand vous lancer une procédure devant le JAF, ça prend à peu près 6 à 9 mois. Quand il y a une mesure d'urgence, le référé, la décision est prise en 2-3 semaines, pas plus, pour prendre cette mesure provisoire. Et elle, allez savoir pourquoi, a eu cette garde alternée le temps justement du jugement.
Donc là, le client, si il gardait ses enfants, il se mettait clairement en tort, ce qui voulait dire derrière, Oui, si c'était jamais... un rapt d'enfants, en fait. S'il gardait ses enfants. Eh oui, à partir du moment où vous avez cette décision de Ouais, justice, bah là, vous avez plus le droit. Ouais. Et là, elle est interpellée ou pas, ou toujours pas Pas du tout. D'accord. Eh non, On absolument continue pas. la... Non, bien sûr. Donc Mais là, il non. se passe rien, en fait. Bah, en fait, si vous voulez, c'est délicat, mais quand vous prenez des photos et quand vous voyez pas précisément ce qui se passe, une simple photo d'un homme qui se reboutonne la braguette, bah, si vous mettez à la place de l'avocat de la partie adverse, on l'a déjà vu, ça peut être démontable. Vous voyez, oui, je suis allé aux toilettes, Avec l'enfant à côté. Oui, non, mais d'accord, mais on l'a pas bien vu. Sûr. Vous voyez. Juridiquement parlant. Donc en fait, c'était un peu compliqué. Alors ça a pas duré des mois, ça a duré 15 jours. Mais d'accord, mais pendant ces 15 jours, vous savez ce qui s'est passé ? Bah oui, parce que c'est que le commissaire m'avait vraiment dit à l'époque, il faut continuer parce que sur les 2 maisons, on savait ce qui se passait. S'il y en a 2 ou 3, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 10. Il n'y en a jamais eu 10. Et peut-être d'autres enfants. Et peut-être d'autres enfants. Donc en fait, là, on avait quand même une complexité dans le dossier. C'est que ce que m'avait dit le commissaire, c'est qu'il y avait des chances que le dossier soit un peu plus grand que ce que l'on avait vu, que le réseau en général. Oui, donc en fait, ça veut dire que vous mettez le doigt sur un possible réseau pédophile. Voilà. Pour nous, enfin pour moi déjà avec mon équipe, je faisais un parallèle un petit peu avec un cobaye. Je me disais, mais en fait, vous me demandez là précisément de continuer nous à aller regarder ces enfants se faire et de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, on va photographier comme des idiots ces personnes, ces enfants-là, et vous voulez pas qu'on agisse. On m'a répondu cette chose-là, vraiment, on m'a dit, mais non, ces enfants, de toute façon, eux, on s'en foutus, en gros, mais par contre, on peut en sauver d'autres. Le pire, c'est que stratégiquement et moralement, ça se discute. C'est horrible de dire ça, je pense pas du tout, mais c'est un petit peu vrai. Mais par contre, à vivre, quand vous avez, alors que ce soit moi je voulais plus y aller, mais même vos enquêteurs, c'est assez ignoble à vivre. C'est-à-dire que vous demandez en fait à votre équipe, qui était ravie que l'histoire s'arrête, parce que c'est quand même horrible de voir ça, de se dire on va continuer 15 jours. J'ai eu plein de mots de mes enquêteurs qui me disaient mais non, mais moi si elle y va, on s'en fout, je défonce tout le monde. Et non, et là vous dites non, on est des professionnels, on doit le faire. Et là c'est à la demande du commissaire, c'est plus à la demande du père. Et le client lui il voulait juste qu'on surveille ses enfants et qu'on appelle la police dès qu'elle approchait. Voilà, exactement. Alors, attention, c'est ce qu'on a fait derrière. Il y a eu alors une justement, arrestation. qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous donc on a refait, je crois que c'était 4 ou 5 interventions qui étaient insoutenables à chaque fois. 4 ou 5 interventions dans lequel à chaque fois vous voyez ces 2 petits enfants rentrer dans les maisons. On a revu 2 fois. Ouais, enfin 2 fois. 2 fois trop. Et donc une journée, 2 fois à 2 reprises. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Ah oui, dans la même journée, le petit garçon, il allait avec 2 personnes différentes. Il y avait la petite fille aussi, une fois, et qu'on savait pas d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe là quand vous Et nous, donc, systématiquement, de toute façon, moi, je tapais du poing, j'ai harcelé le commissaire, je vous cache pas, ça, il faut y aller. Et bon, il a pas trop tardé, il y a quelqu'un de très bien aussi, d'ailleurs, à l'époque. Et ils sont intervenus. Donc, en flagrant délit ? Pas tout à fait. L'enfant était encore là ? Alors, les 2 enfants étaient là, la maman était là. Le couple en question était là, les 2 étaient là, et donc ils sont arrivés un peu trop tard pour le flagrant délit. Et donc là, ils ont interpellé. Ils ont interpellé, et donc quand la police a fait l'interpellation, ils ont réussi à faire donc, la perquisition en direct, et sur la perquisition, ils ont trouvé non pas plein d'images, etc., mais ils ont vu notamment les échanges, ce qui était important avec la maman. Du coup, et c'est ça qui a fait que forcément ils sont tombés. Donc, on peut pas parler de gros réseaux pédophiles. Oui, mais voilà, en gros, il y avait ces 2 enfants que vous avez sauvés. Mais ces 2 enfants, que ça aurait continué. Enfin, alors, très sincèrement, vous voyez, ce que vous me dites, c'est quelque chose de très compliqué parce que pour beaucoup, notamment mon équipe, c'est un dossier qui a une réussite parce que, comme vous dites, on a sauvé des enfants. Moi, j'ai du mal à le percevoir comme tel. Je peux pas être satisfait et content d'un dossier comme ça. Vous imaginez, c'est la plus grande réussite, ça aurait été de presque enfreindre un petit peu mon droit de travail. C'est que dès la première fois, j'aurais peut-être dû me dire, pour une fois, ça m'est déjà arrivé en plus, on me dit le droit, il est d'un côté, vous avez ma morale de l'autre, on s'en fout du droit, quoi. Ça serait arrivé peut-être 2 ans après, je pense que ça serait même pas passé comme ça, je pense que j'y serais allé moi-même tout simplement. Oui. Alors oui, en effet, qu'on n'aurait peut-être pas fait arrêter le 2e, peut-être que ça aurait perduré, mais tout ça pour dire c'est dur à voir comme une réussite, quoi. Voyez, donc, ça laisse des traces.
Ouais, ça laisse des traces, et surtout après que vous savez pas trop même. On a des liens avec nos clients. C'est dur de comment vous allez. Bonjour, comment allez-vous? Je connais déjà la réponse. Bon, ou pas bien du tout, ou un peu moins bien. Mais ça laisse des traces à vie. Parce que je fais même un blocage de ça. S'il m'arrivait quelque chose comme ça, enfin, avec mes enfants, je peux même pas y penser. Donc, volontairement, j'ai pris des distances avec ça. Donc vous savez pas ce qu'ils sont devenus? Vous savez pas ce qu'est devenu ce papa? Non, parce que j'avais recroisé l'avocat sur un autre dossier il y a quelques années déjà. Mais même l'avocat m'avait dit qu'il avait perdu un peu. Il s'était un peu terré, quoi, dans son milieu. Je crois que les enfants, dans leur malheur, ils ont pu un petit peu passer à autre chose. Je crois que leur scolarité se passait bien. Je tiens uniquement des dires de l'avocat. J'imagine que mais après, j'en sais pas plus. la mère a été interpellée en prison. Ouais, alors avec on imagine qu'elle a été condamnée. Oui, non, mais c'est une certitude. Et je vous dirais, je crois que pour le père à l'époque, c'était la garde des enfants la priorité. C'est-à-dire qu'à la limite, que la mère se prenne 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'elle retourne en Russie, lui, non, du moment que c'était tout pour ses enfants, et heureusement. Donc voilà, donc oui, dossier très marquant et pas une réussite d'un côté, mais dur à considérer comme tel, quoi. Il faut être sacrément fort quand même, je trouve, pour... on est souvent impacté dans son boulot, mais là, faut bien switcher, comme vous dites. C'est quoi le gros de vos dossiers? On vous appelle surtout pourquoi? 90% du temps qu'on passe sur l'émission, c'est les entreprises, donc arrêt maladie frauduleux, concurrence déloyale. Et donc ça, c'est presque, on va dire, 60% du temps qu'on passe sur le terrain. Et adultère aussi, j'imagine. Et le reste, voilà, c'est les particuliers. Étonnamment, pas que de l'adultère, parce qu'on a l'adultère d'un côté, mais on a énormément de dossiers de garde d'enfants, forcément. Donc, il faut savoir que l'adultère, vous voyez, c'est quelque chose qui est... Quand vous démarrez la profession, quand vous êtes un petit jeune qui débute, c'est un peu drôle, parce que vous avez une image. Vous dites, je vais commencer par l'adultère, puis monter, arrêt maladie, concurrence déloyale, infiltration. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir vraiment que le week-end, quand la petite mission, petite pour eux, mais d'adultère, du samedi, du dimanche, mes enquêteurs, pour la plupart, se battent pour les faire. Ah oui. Parce que quand vous passez... Ils respirent, en fait. Je vous donne un exemple. Du lundi au vendredi, vous êtes en surveillance sur un arrêt maladie, ça bouge très peu. Et puis, le vendredi soir, vous terminez aux Deux Alpes, par exemple, là, au ski. Vraiment, en ce moment, on a plein d'adultères au ski. Et vous devez chausser les skis, vous en profitez aussi, vous. C'est génial. Ouais, c'est un peu la cour de récréation. On aime ça. Quand on sort d'une infiltration, pendant 3 mois, moi je veux faire que des affaires de particuliers parce que c'est super. En plus, on démarrait sur la côte avec Aix-en-Provence, Marseille à l'époque, on était jeunes. Là, les dossiers d'adultère, c'est le jet ski, vous croyez dans James Bond, vous vous amusez, mais c'est génial, quoi. Et on a besoin de ça, quoi. Il faut pas que ce soit trop noir tout le temps. Respirer un peu, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça doit être la partie sympa du métier. J'ai 3 questions pour terminer, David. Ouais. Les 3 questions que je pose toujours à mes invités. Si vous pouviez remonter le temps et changer une chose dans votre histoire, dans votre parcours, ou même dans une affaire que vous avez suivie, ce serait quoi? Je peux pas changer grand-chose au niveau professionnel parce que les échecs ont fait mes réussites aussi. Je les aurais pas eu, j'aurais peut-être pas eu la même expérience. Donc en fait, tout ce qui s'est passé, les secs, tous les échecs, la pédocriminalité, etc. Ouais, ça a servi en fait. Oui, parce que vous avez pas le sauveur, mais pas loin, quoi. Vous servez quelque part. Voilà, vous avez une utilité et vous pouvez, vous pouvez sauver des vies. Donc très sincèrement, dans ma vie professionnelle, je changerais vraiment absolument rien. S'il y avait une seule personne qui pouvait entendre votre témoignage, vous l'adresseriez à qui? À mes enfants, mais plus tard. Bon, message passé, vous leur montrerez la vidéo plus tard. Ouais. Et enfin, qu'est-ce que dans votre histoire, vous aimeriez que ça apporte aux autres? Est-ce qu'il y a quelque chose... On va dire, on se place plus d'un problème un peu plus philosophique et cérébral. C'est que dans beaucoup de dossiers, et pas seulement ceux qu'on a cités, mais notamment des simples dossiers de divorce, on a énormément des personnes qui se mettent dans un cocon, qui s'entretuent, qui font pas attention aux proches, qui font pas attention aux enfants. Parce qu'attention, on a parlé de réseau pédophilie. Les 3/4, moi, des dossiers que j'ai, c'est des fausses accusations. Et les fausses accusations, ça peut faire très, très mal. On s'en rend pas compte. Exactement. Ça rend plein de divorces. Moi, combien de fois, quand j'annonçais un adultère, j'allais voir le client et me dire, regardez l'effet du verre, monsieur Liobard, madame va vraiment ramasser ce soir. Ou alors, l'amant, je le connais, je vais lui mettre une plainte pour pédophilie. Je lui dis, ah bon, parce qu'il y a des choses. Non, mais on s'en fout. Combien de fois, et là, ça vous rend fou. Vos enfants, ils s'en foutent de vos problèmes de couple, de cul, de ce que vous voulez. Vos enfants sont là, mais oui, et laissez-les en dehors. Allez pas leur demander s'ils préfèrent maman ou papa. Et ça, pour nous, c'est insoutenable. Donc en fait, c'est
Faites vraiment attention, en fait. Quoi qu'il vous arrive, ne brisez pas tout. Ne mêlez pas tout le monde. Prenez un peu du recul et puis qu'on soit un minimum intelligent parce que la priorité, ça reste le bonheur. Soyez heureux. Merci beaucoup, David. Merci à vous, surtout. De vous être livré. On a mis là le nom de votre agence, c'est Investipol. C'est gentil. Si jamais vous avez besoin d'un détective privé, Investipol de Vidéobar. Voilà, merci beaucoup, David. Merci encore, merci à vous. Si cet épisode de Témoin Clé vous a plu, vous a touché, vous a interpellé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Témoin Clé. Vous avez été le témoin clé d'une affaire qui vous a particulièrement marqué. Votre vie a basculé à un moment donné. Vous souhaitez nous en parler. C'est très simple. Vous nous envoyez un petit message, un mail sur cette boîte-là, témointc@gmail.com. À très vite.